Nous abordons maintenant un temps d'échange. Y a-t-il des questions, réactions? Alors, j'ai vu qu'en ligne, il y a près de 150 personnes qui ont posé un certain nombre de questions. Avant cela, y a-t-il en salle des questions, réactions? Sinon, on peut démarrer par peut-être des questions en ligne. Alors effectivement, on a eu quelques questions, quelques réactions en fait en ligne. Donc la première était sur la question de l'écologie, notamment lorsqu'il a fallu aborder les questions de transparence et éthique. Donc est-ce que vous avez des éléments à apporter sur comment, en tant que citoyen ou en tant que professionnel, on peut mieux se former et avoir une vision plus éclairée sur l'impact écologique et comment on peut mesurer ces usages-là, qui ne sont pas toujours si évidents que ça, finalement, à mesurer? Il y a une double dimension, si je puis dire. Une dimension individuelle, comme on l'évoquait, de notre usage personnel avec les intelligences artificielles que l'on mobilise. Je crois que chaque prompt consomme énormément d'électricité et donc mobilise de fait dans ces data centers des obligations de refroidir les machines, de les surveiller, etc. Et donc il y a une responsabilité à avoir. Et malheureusement, aujourd'hui, on le sait dans certains témoignages, il y a des personnes qui ne peuvent plus se passer de ces outils. Siri appelle machin, etc. Donc on est dans un contexte aujourd'hui de délégation de ces tâches et d'utilisation peut-être un petit peu excessive. Mais bon, ça, c'est de la responsabilité de chacun. Et puis, il y a une responsabilité collective. Anna le disait en trame. On doit être plus conscient qu'on est les uns et les autres des citoyens. Et le développement de ces techniques est relativement opaque. Vous le savez, pour prendre connaissance de l'actualité comme moi, il y a le projet d'une installation dans la banlieue parisienne d'une méga-usine accueillant donc un data center. Est-ce utile, indispensable ? Ce sont des entreprises qui à la fois créent des emplois dans la construction mais n'en créent pas dans le fonctionnement. Donc on est dans une autre époque, et là c'est peut-être de l'ordre de la mobilisation citoyenne, de l'interrogation que l'on peut avoir, parce qu'on vit un emballement. Dans quelques jours, on va avoir sur l'île une conférence internationale, ou plutôt européenne, dans le fil droit du G7. Le président de la République, l'Élysée, vont inviter des usagers, des enseignants, etc., à Euratechnologie pour réfléchir à tout ça. C'est évident qu'aujourd'hui, le nombre de conférences, le nombre d'écrits, le nombre de chercheurs qui se mobilisent sur ce champ du numérique est important. Et donc, il y a à participer à cette réflexion et peut-être à se mobiliser. Il y a des associations qui interrogent notre accès au numérique, la façon dont il fonctionne, la façon dont nos libertés et nos droits sont protégés. Et donc là aussi, quand je parlais d'écologie des relations, d'écologie des esprits, de façon de prise de conscience pour qu'on ait un autre rapport plus maîtrisé, plus serein avec les machines, je vous reporte éventuellement à des auteurs comme Bernard Steiner ou Isabelle Stengers qui réfléchissent à ces questions-là. Il y a aussi M. Ménessier et beaucoup d'autres que tu as cités dans ton PowerPoint. Il est important que nous prenions conscience les uns et les autres que nous sommes dans une société qui est post-moderne et que quelque part, l'humain et le vivant sont interrogés, sont fragilisés parce que la logique économique est un rouleau compresseur et que ça n'intéresse pas grand monde de savoir, notamment à l'égard du travail social, si les fondamentaux sont respectés. L'événement dont parle Patrick Banneux, effectivement, est une semaine que nous allons héberger dans la région Hauts-de-France sous le haut patronage d'Emmanuel Macron dans une dizaine de jours. L'IA pour tous. Et donc l'IRTS Hauts-de-France sera au rendez-vous pour faire un certain nombre de démonstrations et d'ateliers afin de participer à cette semaine événementielle. Anna, un complément ou une autre question ? Je dirais que c'est vraiment important et je pense que c'est aussi... notre responsabilité n'est pas que dans l'usage. Notre responsabilité est aussi dans la communication autour, dans l'explication. Ça veut dire les personnes qui sont accompagnées par le travail social, les enfants, les jeunes, devraient être informés et donc avec des supports adaptés à l'âge et la capacité de compréhension. Et pour moi, c'est aussi une responsabilité démocratique. Voilà.
Alors, il y avait une question de notre directeur général. Dans les différentes présentations, vous avez bien montré que l'intelligence artificielle était un phénomène mondialisé, que les GAFAM avaient une puissance phénoménale, que les États et même l'Europe sont silencieux ou trop souvent inaudibles. Dans ce contexte, n'est-il pas vain de se parer avec des chartes éthiques qui seront balayées par les tsunamis de l'alliance économique et des agences de com mondiales? Les chartes, les codes, les bonnes pratiques sont toujours utiles. Et leur valeur, leur usage, leur application dépendent de chacun d'entre nous et dépendent des communautés et des professions qui se donnent des règles de conduite. C'est vrai que devant la corruption, on pourrait dire que le travail qui a été fait depuis des années en France autour de la déontologie des élus, des agents publics, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les collectivités, que ce soit au niveau de l'État, peut paraître assez inutile. Il n'en est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'affaires qu'il y a moins ou plus de corruption. Et donc, moi, je crois que, Yann le disait pour le travail de l'IRTS, il est important que ces documents existent parce que ce sont des repères. Il est très important aussi, comme le fait l'IRTS, que ces documents soient co-construits et partagés et qu'on rentre un petit peu dans une démarche où on connaît les repères. Et je crois que la présomption de loyauté, elle doit d'abord être au cœur de nos relations enseignants-étudiants, mais il faut que cette loyauté soit partagée aussi par les étudiants. Si on est assisté par l'IA, comme ça a été mon cas pour le PowerPoint, eh bien, il vaut mieux le mettre, il vaut mieux le dire, il vaut mieux non pas en être fier ou en être honteux, mais tout simplement dire, eh bien oui, je me suis appuyé sur ces bases de données, cette réflexion, ce capital, cette bibliothèque qui aujourd'hui est à notre disposition. De notre temps, pour les plus anciens, on allait consulter des livres et on mettait les références. Eh bien aujourd'hui, il faut faire de même. C'est-à-dire être à sa place et être, comme le disait un peu Hannah Arendt, un obligé, une obligée du monde. On ne vient pas comme ça au monde sans être redevable d'une histoire, d'une tradition. Et notre but, eh bien, c'est peut-être de nous améliorer, peut-être d'être dans une perfectibilité, dans un désir de connaissance, dans un désir de partager avec d'autres, d'être en communauté et d'être en authenticité avec celui avec qui on travaille, celui pour qui on travaille, ceux pour qui on travaille, ceux pour qui nous avons été missionnés comme quand nous sommes travailleurs sociaux. Et donc je crois que c'est vrai que ce droit qu'on appelle the soft law, un droit souple, aujourd'hui se multiplie, il y a un foisonnement de chartes, ça pourrait apparaître comme des démarches un peu contradictoires. À mes yeux, c'est important. Et c'est d'autant plus important, vous le savez, en déontologie, que la déontologie des médecins n'est pas celle des experts comptables, n'est pas celle des assistantes sociales. Et donc c'est important que les professions aujourd'hui qui ont besoin de la confiance des autres, eh bien elles réaffirment, nous avons des valeurs, voilà comment nous travaillons, voilà pour qui nous travaillons, et voilà quelles sont nos références. Et dites-nous, soyez attentifs, soyez exigeants, si on est sur le bon chemin, parce qu'on a besoin de l'usager comme l'usager a besoin de nous. Que dire juste, je me suis posé la question en vous écoutant, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'enfin, on est vraiment face à des vrais dilemmes, est-ce qu'on peut être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, le in et out, si quelqu'un dit, bon, moi, je refuse d'utiliser l'IA, mais c'est un peu comme refuser d'utiliser les cartes bancaires, justement parce qu'on est dans un fait social total. Quel est le prix à payer? Est-ce que c'est possible? Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une question de dilemme, de choix, mais aussi du coup de deuil sur un certain nombre de choses à faire. Et de l'autre côté, votre question me fait penser à, on se pose la question au niveau juridique dans le cadre du Conseil de l'Europe, est-ce que le numérique, est-ce que la transition écologique amène de nouveaux droits
fondamentaux ou non. Et donc la communauté est assez polarisée là-dessus, en disant on n'a pas besoin d'inventer de nouveaux droits, on peut tout simplement interpréter ce qui existe déjà, et donc faire de la jurisprudence à partir notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si on ouvre le chapitre de la Convention, et notamment il y a des États qui veulent la réviser, les droits ne vont pas s'agrandir. Nos droits vont aller à la baisse. Donc je crois qu'il y a aussi, avec ces chartes et les soft laws, c'est aussi un garde-fou, notamment dans les recommandations, pour ne pas ouvrir du hard law à la révision et laisser notre traité et nos acquis en termes de droits qui sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. Nous sommes très en retard. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je vais faire vite. Merci pour vos propos. J'avais une question moi, sur le rapport au temps. Parce qu'on est aujourd'hui pris dans des pressions intersystèmes, intrasystèmes également, intra-institutionnelles, sur le fait qu'il faut produire beaucoup, rapidement. Il y a moins le temps de se poser, d'évaluer une situation, etc. Et est-ce que aussi ce rapport au temps et cette pression au temps ne va pas faire de l'IA la solution facile d'être pris finalement dans le désir institutionnel, dans le désir de vitesse, etc. Et est-ce que ça ne présente pas aussi un risque qu'il faudrait évaluer en disant il faut aller vite, il faut produire, mais il faut aussi prendre le temps d'y réfléchir. Et parfois, je pense que ce n'est pas très simple éthiquement de s'y retrouver entre la production efficace et la production qualitative. Et peut-être que l'IA est du coup, à ce moment-là, une bonne ou moins bonne solution selon les contextes. La question du temps et de l'automatisation. Depuis la nuit des temps, ces deux éléments sont très proches. L'être humain n'a jamais été aussi content de ne plus aller chercher l'eau au puits depuis qu'elle coule au robinet. Mon inspiration à moi, ce sont les écrits de Jan Helmut Rosa, donc un philosophe allemand qui parle de l'accélération. Et donc, face à l'accélération, il dit il y a un seul moyen, c'est d'entrer en résonance. Maintenant, entrer en résonance, ça veut dire avoir une partie émotionnelle qui va résonner en nous pour entrer en résonance. Alors, machine est par principe dépourvue des émotions et des affects, même si elle peut provoquer des affects. Et on voit bien le chatbot, qu'est-ce qu'elle provoque chez les humains et parfois des choses assez dramatiques. Mais en tout cas, cette résonance, elle est importante pour justement faire la résistance à l'accélération et à chacun nos choix, avec qui et avec quoi nous allons entrer en résonance. Oui, je suis assez d'accord avec votre interrogation. Il y a à la fois des aspects très positifs parce que de fait, l'IA répond à des tâches répétitives et chronophages. Et là, l'outil est magnifique et extraordinaire parce qu'il permet de gagner énormément de temps et parfois même une certaine fiabilité. C'est le cas en médecine et dans beaucoup d'autres domaines. Et puis, on peut être dans cette machine à laver où la performance, l'efficacité en permanence est quelque chose qui s'impose dans les tâches, dans le travail de chacun. Reste, comme je vous le disais, à se saisir du temps qui nous est proposé, puisque ça va plus vite sur certaines tâches. Eh bien, est-ce que, en tant qu'enseignant, je vais en profiter pour intervenir de façon plus pédagogue, de façon plus fine, avec des séquences différentes, utiliser l'usage d'une machine pour que des images, pour que de la musique, pour que, par exemple, les images de l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, puissent illustrer la séquence d'informations sur l'histoire des politiques sociales, etc., etc. Encore une fois, je dois me poser la question de comment transmettre au mieux le message que j'ai envie de faire passer et comment faire, après la crise du Covid, pour que, sachant que l'attention aujourd'hui des étudiants est moindre, je continue à les captiver et je continue à leur donner envie d'aller à la bibliothèque, de travailler en auto-formation, etc. Ce sont de nouveaux défis que nous rencontrons en tant qu'enseignants et étudiants, y compris pour l'évaluation. Et donc, moi, j'ai été un peu piégé comme enseignant en demandant des évaluations écrites à domicile. Et la plupart des étudiants, vous le savez, ont utilisé leur moteur de recherche et m'ont donné des documents presque parfaits, en tout cas à leurs yeux. Donc voilà, on a un vrai rapport au temps et, si je puis dire aussi, un vrai rapport à l'être. Qui suis-je?
qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que l'homme dans cette société un petit peu postmoderne. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Anna Rourka et Patrick Banneux. Merci beaucoup pour vos interventions.